Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive aux vêtements que nous jetons? Se pourrait-il que, lorsque nous nous débarrassons de quelque chose d'aussi intime qu'un vêtement, nous donnions également une partie de nous-mêmes? Dans de nombreuses communautés africaines, il existe une croyance ancienne: les vêtements sont porteurs d'énergie vitale, en particulier ceux les plus proches de la peau. Ils stockent la chaleur, la sueur, les souvenirs, et pour l'œil droit, ils peuvent être des portails. Des portails, pour quoi faire? Pour les rituels. Pour la domination. Pour la sorcellerie. Oui, il y a ceux qui croient que quelque chose d'aussi banal qu'une culotte peut être utilisé pour piéger votre chance, votre santé, voire votre âme. Dans le village de Zango, un endroit où les maisons sont faites de boue séchée et où les nuits semblent durer plus longtemps qu'elles ne le devraient, vivait une femme invisible aux yeux de tous, Naïma. Elle n'avait ni mari ni enfant. Pas même un nom sur les lèvres des voisins. On l'appelait simplement la femme du vent, parce qu'elle semblait légère, vide, comme si elle pouvait disparaître à tout moment. Pendant que les autres femmes du village échangeaient des recettes et des potins sous les manguiers, Naïma passait la journée seule, creusant des trous pour aller chercher de l'eau, lavant les vêtements des autres dans la rivière, ou assise en silence, regardant le sol comme si elle attendait que la terre lui rende quelque chose. Mais ce matin-là, quelque chose de différent s'est produit. La rivière, qui coulait toujours paresseusement, semblait plus lumineuse. Et une femme que personne ne connaissait avec une peau lumineuse, de beaux vêtements et des yeux fixes est apparue des buissons. Elle sourit à Naïma. Un sourire doux, presque sacré. Vous êtes exactement celui que je cherchais, dit-elle. Naïma ne le savait pas, mais, à cet instant, quelque chose d'invisible se brisa dans l'air. Et le village de Zango était sur le point d'être traversé par une obscurité qui commençait, par un morceau de tissu. Naïma a appris très tôt que la faim ne fait pas de bruit, mais qu'elle ronge l'intérieur. Depuis qu'elle a perdu ses parents à l'âge de 10 ans, victime d'une épidémie qui a ravagé des villages entiers du nord du Nigeria en 2005, elle n'a jamais eu de véritable foyer. Il a passé sa vie à essayer de survivre entre des emplois mal payés et des regards méprisants. Le village de Zango, bien que riche en culture, était pauvre en opportunités. Selon les données de 2019 du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, plus de 70% de la population rurale du nord du Nigeria vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d'$1 par jour. Et pour les femmes célibataires, le taux d'exclusion sociale et économique double. Naïma était une statistique vivante de cette réalité. Elle n'avait pas de terre, aucun nom sur aucun contrat, elle n'avait même pas hérité d'un morceau de tissu de sa mère. C'est pourquoi, lorsque cette femme étrange trop élégante pour cet endroit aride lui a proposé un travail, son instinct a crié à la méfiance, mais son ventre a crié plus fort. Je veux juste que vous récupériez des sous-vêtements usagés. Apportez-en autant que vous le pouvez, a déclaré Amahari en tendant un sac rempli de billets. L'odeur de l'argent neuf emplit l'air. Naïma n'avait pas vu cette couleur remarquable depuis des années. Pourquoi veux-tu ça? A-t-elle demandé, sans le courage de regarder la femme dans les yeux. Ne posez pas de questions. Apportez simplement ce que j'ai demandé. En retour, votre vie changera. Naïma tenait le paquet avec les mains moites. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je savais aussi que les gens du village ne vous remarquent que lorsque vous êtes beau, propre ou que vous avez de la nourriture dans votre assiette. Le lendemain, elle s'est réveillée tôt et est allée au marché. Elle a acheté des sacs aux couleurs vives, des tissus colorés et de nouvelles culottes. Elle avait décidé de déguiser son objectif par un échange: apportez vos vieux vêtements et obtenez quelque chose de sympa en retour. Et c'est ainsi que la récolte a commencé, non pas de maïs, ni de manioc, mais de quelque chose de beaucoup plus intime, le tissu de la vulnérabilité. La transformation de Naïma a été trop rapide pour passer inaperçue. En seulement 2 semaines, elle est passée du statut de femme qui demandait toujours des restes au marché à celle dont on parle le plus à Zango. Ses vêtements,
autrefois rapiécé et poussiéreux, brillait désormais sous le soleil de la savane. Ses ongles étaient propres, ses joues rouges et sa voix, auparavant à peine entendue, sonnait désormais avec fermeté dans les foires du village. Elle se promenait avec des sacs colorés à la main et offrait des cadeaux comme si elle était une commerçante de longue date. Les gens l'ont acceptée avec le sourire. Personne n'a demandé d'où venaient tant de choses. Après tout, dans une société où la misère est monnaie courante, voir quelqu'un s'en échapper suscite plus de curiosité que de suspicion mais aussi plus d'envie que d'empathie. La promotion sociale sans explication claire est généralement traitée avec silence. C'est un phénomène observé dans de nombreuses communautés traditionnelles. Quand quelqu'un gagne trop vite, le jugement est étouffé par commodité. Naïma a commencé à être appelée « bienheureuse ». Certains disaient qu'elle avait fait une promesse à un esprit bienveillant. D'autres murmuraient qu'elle avait peut-être trouvé un sort de prospérité. Mais absolument personne n'a eu le courage de lui faire face. Et c'est là que réside le danger. Dans les sociétés marquées par des inégalités extrêmes, l'enrichissement rapide crée une zone tampon sociale. Cela protège l'individu de tout contrôle. La communauté, fatiguée de la misère, préfère applaudir le succès plutôt que d'enquêter sur ses origines. C'est ce que les savants appellent « normalisation de l'ambiguïté morale », quand les règles éthiques s'assouplissent face au désir collectif de soulagement et d'espoir. Était bientôt à la mode parmi les femmes du village. Les enfants la suivirent, les aînés la bénirent. C'est devenu le symbole du « retournement de la vie ». Mais ce que personne n'a vu, c'est ce qu'elle a fait au coucher du soleil. Car dans la pénombre, loin des champs du village, Naïma marchait seule jusqu'à la rivière. Et là, le cœur lourd et les mains pleines de secrets, il remit le véritable fardeau de sa richesse. Toute la vérité ne se révèle pas en criant. Parfois, cela vient silencieusement, comme un murmure dans le noir. Alors que la plupart célébraient la nouvelle face de Naïma, une personne en particulier ne pouvait ignorer les détails. Zoubeda, la sage-femme de longue date du village, une femme aux yeux attentifs et au cœur méfiant, a commencé à remarquer ce que les autres préféraient faire semblant de ne pas voir. Elle n'enviait pas la prospérité de Naïma, mais quelque chose la dérangeait. Aucun véritable succès ne naît du jour au lendemain et encore moins silencieusement. Zubeda était connu pour « écouter avec ses yeux ». Dès son plus jeune âge, il avait appris à remarquer ce que les autres ignoraient. Lorsqu'un enfant tombait malade, un seul regard suffisait pour déterminer s'il s'agissait d'un malaise du corps ou de l'âme. Maintenant, il utilisait le même instinct pour observer Naïma. Pendant 3 nuits consécutives, elle resta éveillée, regardant par la fente de sa fenêtre. Il remarqua que Naïma partait toujours après que le village s'endormait. Elle portait un sac sur ses épaules et marchait seule jusqu'à la rivière. En silence, Zubeda décide de suivre les traces de la jeune femme. Ce qu'il a vu cette nuit-là a tout changé. Au bord de l'eau, sous le clair de lune, une silhouette l'attendait. Vêtue de tissu brillant et les yeux froids, un mari qui l'a reçue comme on reçoit une servante. Sans échanger de mots, Naïma lui tendit le sac. Amahari l'a ouvert et n'en a sorti que les sous-vêtements, le reste a été jeté dans la brousse. Puis il se mit à chanter une mélodie dans une langue inconnue. Sa voix était grave, hypnotique. L'air semblait plus épais, comme si le temps s'était arrêté. Et, comme par magie, les vêtements flottèrent et disparurent dans les airs, laissant une lueur bleuâtre qui disparut en quelques secondes. Zubeda ressentit un frisson. Ce n'était pas un échange. C'était rituel. Elle s'est cachée parmi les buissons et a couru vers le village, le cœur battant et l'esprit confus. Naïma ne faisait pas que collectionner des vêtements. Je proposais quelque chose. Et Amahari, cette femme que personne ne connaissait, suçait quelque chose d'invisible. Mais Zubeda savait, ce qui est invisible peut aussi détruire. Le lendemain matin, Zubeda s'est réveillée avec les yeux encore remplis de ce dont elle avait été témoin. L'odeur de la fumée rituelle, la mélodie étrange,
la lueur bleue, tout vibrait encore dans sa mémoire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester seule. D'un pas ferme, il se dirigea vers la maison des anciens. Il rassembla les anciens sous le grand arbre du conseil et leur raconta tout ce qu'il voyait. Au début, il y eut un silence. Mais ce n'était pas du scepticisme, c'était de la peur. Le village de Zango, comme de nombreuses communautés ouest-africaines, a gardé vivant les principes de la chanson d'Orin le coin du monde. Une philosophie qui croit que tout ce qui se passe dans le monde visible se reflète dans le monde spirituel. Quand quelque chose d'anormal persiste sans explication, les personnes âgées n'accusent pas, elles consultent. C'est alors que les anciens appelèrent le Babalawo, prêtre divinatoire, gardien d'Eyefa. Il prépara la planche sacrée avec des graines de palmier à huile, chanta des chants d'invocation, après le rituel, révéla. Un esprit extérieur draine les femmes de leur force vitale à travers les objets de leur intimité. Il se cache dans l'ombre de la prospérité. Naïma a été appelée sur la place. Elle semblait hésitante, mais sa position était ferme. Les yeux du village étaient tournés vers elle. Certains avec pitié, d'autres avec colère. Zubeda a rapporté ce qu'il a vu. Le prêtre confirma ce que les esprits avaient révélé. La tension était palpable. C'est vrai, dit Naïma, la voix brisée. Mais je ne l'ai pas fait par méchanceté. J'avais faim. Amahari a dit que c'était juste des vêtements usagés. Les anciens n'ont pas crié. Les gens ne l'ont pas lapidé. Au lieu de cela, un cercle a été dessiné autour d'elle avec de la poudre blanche, et le vrai rituel a été commencé. Au sein du cercle, aucun mensonge ne peut subsister. Naïma, tremblante, confirma tout. Il a parlé des sacs, d'Amahari, du pacte. Il a pleuré. Il a demandé pardon. Le village était divisé. Pardonner ou punir? La justice ancestrale n'est pas faite de haine, mais d'équilibre. Et il y avait une plus grande vérité, Naïma n'était qu'un instrument. Le véritable ennemi était toujours en liberté et devait être arrêté. La révélation avait brisé le silence du village. Il ne s'agissait pas seulement de vêtements. Il s'agissait d'énergie volée, de confiance violée, d'un pacte conclu. Dans l'ombre. Mais les aînés le savaient, Naïma n'était que la pointe du fil. La toile a été tissée par un autre. Si nous ne brûlons pas l'araignée, le métier à tisser tournera à nouveau. C'est ce que disait le plus âgé d'entre eux en frappant le sol avec son bâton, comme pour réveiller les esprits des sous-sols. La décision a été unanime. Il fallait trouver Amahari. Guidé par les chants du prêtre et guidé par les signes révélés dans les rêves, une pratique courante dans les communautés Yoruba, où les ancêtres envoient des messages pendant leur sommeil, les villageois se sont dirigés vers l'ancien chêne sacré, un lieu évité depuis des générations. Là, disait-on, les sons disparaissaient et la lumière paraissait différente. C'est là que se cachait Amahari. Torché à la main et paroles sacrées aux lèvres, le peuple avançait. La forêt semblait respirer différemment. Les arbres se courbaient comme pour regarder. L'air sentait le cuivre et les racines. Lorsqu'ils trouvèrent la clairière, ils la virent, assise sur des rochers, entourée d'ossements, de tissus et de symboles gravés sur le sol. Ses yeux ne montraient aucune surprise. Je pensais que cela prendrait plus de temps, murmura-t-elle avec un sourire à glacer le sang. Le prêtre entonna le mot de la fête, chant de confrontation spirituelle. Les mots traversaient l'air comme des flèches invisibles. Amahari essaya de résister. Ses bras bougeaient avec des gestes étranges, mais l'énergie du collectif était plus grande. Les artefacts autour de lui commencèrent à brûler d'eux-mêmes. Elle a crié. Un son qui n'était pas humain. Le sol trembla. Les arbres chuchotaient en chœur. Quand le silence tomba enfin, Amahari mentait, faible, abandonnée. Elle a été emmenée sur la place centrale.
Le même cercle où Naïma s'était agenouillée était dessiné autour d'elle. Là, le prêtre déclara: Votre pouvoir s'est construit sur le caractère sacré des autres. Vous avez volé la partie la plus intime et l'avez transformée en malédiction. Amahari était attaché au tronc ancestral. Mais cette fois, il n'y aurait ni pierre, ni feu. La punition ne serait pas charnelle. Ce serait spirituel. Une malédiction inversée a été lancée. Tout ce qu'elle avait aspiré lui serait rendu et ce qui lui appartenait se dissoudrait dans le vent. Lorsque le dernier chant cessa et que la fumée des rituels disparut dans le ciel, le village semblait en paix. Mais il y avait quelque chose que ni les paroles des anciens ni le pouvoir du prêtre ne pouvaient effacer, les blessures internes. Naïma, même libérée de l'influence d'Amahari, n'était plus la même. Son corps, autrefois ferme, chancela désormais. Les jambes tremblaient. Les pas étaient lents, comme s'il portait des pierres. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'aspect physique, c'était la honte. Elle a commencé à vivre en marge, même si elle faisait partie des mêmes personnes qui l'applaudissaient autrefois. Les femmes la regardaient avec crainte. Les enfants ne couraient plus autour de lui. Et Naïma a compris que le pardon collectif n'efface pas le jugement individuel. Zubda, la sage-femme, a également subi des pertes. Cette nuit-là, sur la rivière, alors qu'il assistait au rituel, quelque chose dans ses yeux se brisa. Le lendemain, je n'ai vu que l'obscurité. C'était comme si la vérité lui avait coûté la vue. Il a fallu 7 jours de chant, d'enracinement et d'invocation pour qu'une partie de sa vision revienne. Mais les yeux de Zubda n'ont plus jamais vu de la même manière. Désormais, elle voyait plus avec son esprit qu'avec ses yeux. Malgré l'expulsion d'Amahari, le village a compris quelque chose de fondamental. Les malédictions ne viennent pas seules. Ils se nourrissent d'insouciance, de cupidité et de silence. Les anciens décrétèrent donc un nouveau cycle de protection. Ils ont renforcé les rituels, enseigné aux enfants les dangers de donner ce qui est intime sans sagesse et reconstruit le chêne sacré comme symbole de vigilance. Naïma est partie. Seule. Ne prenant qu'un sac en tissu et leurs propres regrets. Pas comme un méchant, ni comme une héroïne mais comme un rappel vivant de ce qui se passe lorsque le désespoir rencontre une promesse facile. Aujourd'hui, quiconque passe par Zango entend l'histoire de la femme qui récupérait ce que les autres jetaient. Et il a donné sa propre âme en échange d'espoir. Toutes les richesses ne viennent pas de la lumière, et toute la pauvreté ne vient pas des ténèbres. Parfois, le véritable danger réside dans ce que nous choisissons d'ignorer.